du travail est respecté, que les conventions collectives le sont également, et, entre autres, que les salariés sont déclarés et payent des cotisations sociales. Ah, j'ai trouvé mon biais pour y arriver. Je voulais dire quand même que l'inspection du travail est un des services sacrifiés aussi, hein, parce qu'on doit être 1600 pour 18 millions et demi d'entreprises, 18 millions et demi de salariés et 1 200 000 entreprises. Et on est 1600. Et en ce moment, il y a 350 postes vacants. Donc, par exemple, les sièges dans le 93 qui ont trait au chantier des Jeux Olympiques. Ce qui permet toutes les fraudes possibles et tout le fait que les salariés peuvent y intervenir non déclarés, sans avoir de cotisation ni de protection sociale. Or, la cotisation sociale, c'est la base. Nous nous battons pour nos salaires nets et bruts. Souvent, on ne le dit pas assez en décomposant les deux. Le salaire net, c'est pour vivre au mois le mois. Le salaire brut, c'est pour vivre toute la vie. C'est ce qui est mis de côté dans une mutualisation commune, une part du salaire, et redistribué à chacun selon ses besoins, en cas de maladie, en cas normalement d'enfants et d'allocation familiale, mais ça c'est le passé, en cas de chômage, ça commence à être le passé, en cas d'accident du travail, ceux qui le veulent aussi supprimer, et quand on est en retraite. Et les cotisations en retraite, vous le savez comme moi, c'est beau. C'est ni un impôt, ni une épargne, la retraite. C'est moi qui suis en retraite, vous travaillez, je vous aime. Parce que c'est grâce à vous qu'en temps réel, ma retraite est versée. Et c'est ce versement-là, entre générations et entre salariés, qui est décisif. Il l'est aussi pour la sécurité sociale. Moi, je suis natif de 1945. C'est vrai qu'elle est née à ce moment-là, la sécurité sociale, donc en même temps que moi. Et à l'époque, elle avait une particularité, c'est qu'elle s'appliquait aux salariés, et les salariés étaient encore minoritaires. Le salariat en France a été longtemps minoritaire. En 1910, il y avait 3 millions de salariés. Et en 1936, au moment du Front populaire, le salariat, c'était 9 millions et demi de personnes, c'était à peine un tiers de la population active. En 1945, il y avait 55% d'indépendants, comme on disait, de libéraux, artisans, commerçants, agriculteurs. Et le salariat, c'était 45%. Et les indépendants ne voulaient pas s'affilier à la sécurité sociale. Ils avaient 45%, enfin, avec les salariés, ça ne sera pas du solide. Sauf que l'histoire a tranché en faveur du salariat. Le salariat, aujourd'hui, en 2010, j'ai dit qu'il était 3 millions de salariés en 1910, c'est 30 millions en 2010. 90% de la population active. Les 55% d'indépendants de 45 ne sont plus que 10%. Et c'est un changement fondamental, parce que c'est ça qui a fait arriver à faire progresser par des cotisations sociales notre santé, nos droits, notre protection dans tous les domaines. Et ça plaît relativement peu au capitalisme. C'est-à-dire que ça fait exactement 75 ans qu'il essaie d'empêcher qu'au fur et à mesure que le salariat se développe, des sommes aillent dans des cotisations sociales et soient dans une caisse séparée, qui est celle de la cotisation sociale, et puis soit redistribuée selon nos besoins. Si on a l'idée d'une société socialiste future, c'est par la sécurité sociale que nous y arriverons, en l'étendant et en élargissant son champ de compétences et sa fonction, y compris évidemment monétaire et budgétaire. Parce que le budget de la sécurité sociale aujourd'hui, avec les retraites, c'est presque 850 milliards. À peu près 500 et quelques en santé, quoi. À peu près 300, 350, 320 en retraite. 850 milliards. Alors que le budget de l'État n'est que d'environ 500 milliards. Et quand il vous parle de dette, il vous mélange tout ça allègrement. Parce que 78,5% de la dette vient du budget de l'État. Ah oui,
on met 413 milliards pour l'armée dans les 5 ans qui viennent, on donne 217 milliards aux entreprises du CAC 40 sans retour ni contrôle. Donc évidemment, comme on sait, il ne ruisselle jamais ce budget. C'est comme les Shadocks, pour ceux qui se souviennent, ils pompent, ils pompent, et l'argent qui est le nôtre par le biais des impôts va au privé, aux entreprises privées. C'est un paradoxe extraordinaire. Un État qui est dit libéral ne peut pas être un État là. Il pompe, nous, le public, et il donne l'argent aux entreprises, aux grandes entreprises privées. Donc ce budget de l'État, la dette c'est pour ça. La dette, c'est un manque de recettes. On n'a pas un problème de dette, on a un problème de recettes. Pas un problème de dette, on a un problème de recettes. Mais pour les questions de la sécurité sociale, là on a, normalement, si les cotisations sont vraiment versées, si elles ne sont pas exonérées, si elles suivaient le cours normal, y compris de l'inflation, y compris de nos salaires, mais les cotisations, ils les ont bloquées depuis plus de 30 ans. Elles n'augmentent pas, elles ne suivent pas. Alors donc évidemment, il y a moins d'argent à l'Agnon, il y a moins d'argent dans l'hôpital, il y a moins d'argent partout. Et ensuite, après, elles exonèrent. C'est-à-dire qu'une partie de cet argent que nous cotisons, qui est à nous, c'est sur nos salaires, ils exonèrent les employeurs de les payer. Ce qui, évidemment, baisse aussi cette partie si superbe de notre société mutualisée, socialisée, auquel nous sommes forcément tous attachés, puisque ça a des conséquences pour nos enfants, ça a des conséquences... Ah oui, parce que le salariat est tout puissant maintenant, en vérité. Numériquement, hein. Politiquement, c'est autre chose. Mais numériquement, il est tout puissant, 30 millions. C'est au moment où on a 30 millions qui sont en train d'essayer de nous reprendre ce qu'on avait gagné depuis 70 ans quand on était encore minoritaire. Si on prenait conscience qu'on est 30 millions, que nos cotisations pèsent un tel poids, qu'on a 850 milliards à nous, et qu'ils nous le prennent, si on était des millions à avoir cette conscience-là, évidemment ça changerait tout. Mais si on fait des réunions comme ce soir, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors le salariat, il avait des avantages au début de la sécurité sociale. C'est que c'est lui qui votait pour élire ceux qui géraient ses caisses sociales, qui géraient son argent. Alors ça a été valable, alors au début très bien, parce que c'était un assuré de bois, donc le patronat avait 11,5% des sièges, et les salariés avaient 78,5% des sièges. On est en 45, jusqu'en 66, et De Gaulle et Pompidou à l'époque disent non, ils remettent en cause le mode de scrutin. 50% des sièges au patronat, 50% des sièges au syndicat. Et donc à partir de ce moment-là, le patronat avait la main. Dans la plupart des caisses, il faisait de temps en temps une concession à un syndicat ou à un autre, mais il avait la main. Et c'était déjà changé. Et les élections ont perdu de leur sens à partir de ce moment-là. On avait moins de moyens de contrôle de nos propres salaires. Puis ils ont continué, parce qu'ils ont cessé de faire des élections. Elles ont quand même eu lieu la dernière fois en 1983, c'était sous François Mitterrand. Moi je me rappelle, je tenais un bulletin de vote, et j'ai vu une vieille dame de 100 ans arriver, je me suis dit, pourvu qu'elle veille, elle est arrivée, elle a voté, mais il y avait un pourcentage de participants très important, parce que les gens tenaient à gérer leur propre argent, leur salaire. Ils savaient à l'époque ce que ça voulait dire. Mais les capitalistes, la droite, ont toujours cherché à mettre ça dehors. Et celui qui a réussi le plus fort coup, c'est Juppé, en 1995. Et là, il a fait quelque chose, c'est qu'il a mis fin aux élections. Et il a fait cette foutue loi sur laquelle on vient d'avoir tous ces 49.3. Parce que moi, c'est pas seulement les 49.3 qui m'énervent, c'est la loi. Je suis contre la loi de financement de la sécurité sociale. D'ailleurs, eh bien oui, bien sûr. Pourquoi est-ce le Parlement qui gère et pourquoi n'est-ce pas encore ceux qui cotisent? Un assuré une voix, c'est notre argent, c'est notre salaire brut. Donc il doit être entre nos mains. Et alors ils ont réussi le tour de force à faire qu'on cotise, mais qu'ils le prennent par le biais du Parlement, comme si c'était un budget de l'État, où il est séparé. Et ensuite ils ont réussi à faire que maintenant même le Parlement ne vote plus dessus. C'est Bercy qui s'occupe de tout. Et les 49.3 enlèvent même aux députés la possibilité de contrôler le plus gros des budgets de la nation. 850 milliards. À coût de 49.3. Vous allez discuter des scanners, des hôpitaux, des urgences, etc. Ils s'en foutent, c'est Bercy.
Le député n'a même plus la parole, la possibilité d'amender, de dire non, non, non. Le 49.3 est le summum du hold-up fait sur les cotisations sociales que nous versons. Alors Juppé a fait la transition en faisant qu'il n'y ait plus d'élection. Il avait même eu le cynisme à l'époque dans une petite phrase en novembre 1995, pour ceux qui s'en souviennent, de dire ouf, ça fait 30 ans qu'on aurait dû faire ça. Il pensait que De Gaulle et Pompidou auraient dû le faire dès 66. Et pas seulement se contenter de changer le mode de scrutin à l'époque, mais mettre fin au mode de scrutin. En tout cas, lui, il l'a fait. Et depuis, c'est presque devenu, malheureusement, dans le langage courant, la LFSS, abat la LFSS. Abat la LFSS. Retour à des élections aux caisses de sécurité sociale. Un assuré. Ces notions, on les compose. C'est à nous. Et on doit élire ceux qui gèrent les caisses et ils doivent nous rendre des mandats. Et les 850 milliards sont tellement... C'est pas rien, 850 milliards. C'est un budget séparé. Alors souvent, ça paraît technique aux gens, mais il y a 3 budgets en France. Hein. Il y a le budget de l'État, il y a le budget des collectivités territoriales, et puis il y a le budget de la sécurité sociale. Je l'ai dit informellement tout à l'heure, mais le budget de la sécurité sociale ne génère que 10% de la dette. Le budget des collectivités territoriales génère 11,5% de la dette. 78,5% vient du budget de l'État. Et comme il mélange tout, jamais il vous présente comme ça les choses à la télé. Jamais on vous dit les 3 budgets. Ils sont séparés. En quoi les cotisations ne sont pas un impôt? Parce que ce sont des cotisations préaffectées. Alors le mot sonne, on le dit, puis après on l'oublie, mais non. La cotisation est préaffectée, elle ne peut pas servir à autre chose que ce pourquoi elle est collectée. Tandis que l'impôt n'est pas préaffecté. Il peut servir à toute chose. C'est le Parlement qui en décide. S'il veut un porte-avions nucléaire de plus, ce qu'ils font, 20 milliards, ben ils le décident. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'œuvre de Macron est entre autres de fusionner les budgets. S'il vous a tenu tant que ça à vous retirer l'impôt sur la feuille de paye à la source, c'est parce que ça rapproche son plan qu'est fusionner les 2 budgets. Et si vous mettez les 2 budgets dans un même tonneau, il y aura une même tireuse. Vous aurez mélangé les 2. Et ça, c'est encore plus facile de piller sur les 850 milliards pour mettre, pour l'armée, pour autre chose, ou pour les entreprises, ou pour le CAC 40, ou pour les dernières start-up qui font rêver Macron la veille au soir. Et donc, ils pilleront le budget séparé. Le budget séparé, c'est le principe de la sécurité sociale. Ça touche parfois, je n'ose pas trop le dire, mais c'est comme quand on disait on a un bas de laine. On a quelque chose à part qui est à nous. Pour quand on va être vieux, quand on va être malade, quand on va... Voilà. Et c'est ça qu'ils votent. C'est ça qu'ils veulent casser. C'est décisif, ça ne paraît pas suffisamment derrière tout ce qui se met en place. Moi, on dit parfois que Macron est un girouette. Moi, j'ai jamais dit ça. Ce gars-là est un libertarien. Il ne se présente pas aussi follement que l'Argentin. Mais sur le fond, dans son livre, il s'est fait lire au début avec un livre qui s'appelait Révolution. Personne ne l'a lu, mais... On est 2 à cette tribune. Mais il disait qu'il voulait un salariat sans statut, qu'il voulait une société sans statut, et qu'il voulait supprimer les cotisations sociales. Faire mettre à bas le salariat. Et c'est pour ça qu'il a aidé Uber, Deliveroo, pour revenir à une situation des auto-entrepreneurs. Et maintenant, d'ailleurs, il y a 2 400 000 auto-entrepreneurs. Vous avez vu cette séquence géniale, elle devrait être projetée tout le temps. Celle où il y a François Ruffin qui dit en face du SOCT à l'Assemblée nationale, oui, mais ce n'est pas des vrais emplois que vous créez, vous dites que le chômage a baissé, il n'a pas baissé, ce qui est vrai, il n'a pas baissé. Il est à peu près autour de 11,2%, et non pas autour de 7,4% comme il le présente, mais parce qu'ils ont sorti des salariés du salariat, ils ont sorti des chômeurs du chômage, et ils ont 2 400 000 auto-entrepreneurs qui sont bidons. La pauvreté et la misère chez les auto-entrepreneurs est beaucoup plus grande encore que chez les salariés.
Et Ruffin dit ça à l'Assemblée, moi j'étais fasciné par cette scène, et il dit ça, et Dussopt en face lui répond, mais c'est normal, vous voyez la présomption de salariat, et nous voyons la présomption d'indépendance. Nous sommes pour les salariés indépendants, ce qui vient de se reproduire d'ailleurs en Europe, hein, parce que parfois on cogne sur l'Europe qui nous impose, mais là l'Europe, quand elle fait des bonnes choses, il faut le dire, Leïla Chabi a fait, c'est avant-hier, elle a gagné au Trilogue. Si vous regardez la série qui s'appelle Parlement, je vous conseille toutes les séries. Le Trilogue, vous apprenez ce que c'est, et puis vous voyez que le Trilogue, là, avant-hier, il y a 4 jours maintenant, a décidé qu'il y aurait présomption de salariat. Présomption de salariat. Et que les inspecteurs du travail pourraient intervenir. Je suis en retraite, mais ma fille, elle y bosse, pourraient intervenir pour contrôler les cotisations. Et si les travailleurs des plateformes, alors tous les pédaleurs, tous les VTC, si les travailleurs des plateformes sont dirigés par les plateformes, il y a toute une série de critères et c'est très évident, eh bien ils seront requalifiés en salariés. Requalifiés en salariés, ça voudrait dire qu'ils paieront des cotisations et que Uber, qui a fait des milliards en ne les payant pas, sera obligé de les payer et que ça abondera les caisses. C'est bien. Sauf qu'on ne gagne pas comme beaucoup de choses en ce moment. Alors quand on arrive, mais sauf que Macron ne peut pas. Évidemment, il va faire barrage, il faudra aller aux tribunaux, il ne va pas changer la loi, Dussopt après même à la faire reculer, et il ne veut pas. Et Dussopt lui-même est en train de vendre la sécurité sociale à la découpe. C'est-à-dire à faire monter les complémentaires, et faire monter les caisses de prévoyance, et faire monter les mutuelles. Les mutuelles n'ont plus de sens. Il y a 400 mutuelles en France. 400. À quoi servent-elles? À faire des pubs à la télé sur le thème Las Palais et Chevaliers sont vachement mieux que les autres, ou à mettre... Le budget des mutuelles, ils n'ont pas l'autorisation de faire un but lucratif, mais ils donnent quand même à leur conseil d'administration des salaires à 15 000, 20 000, 30 000 euros, et ils dégagent de l'argent, je termine, ouais. Et ça, bien sûr, ça finance le privé. Bien sûr. Et donc les mutuelles en question, moi je vous dis très franchement, j'ai osé le dire à Niort, c'est la ville des mutuelles, et j'ai dit je suis contre les complémentaires, je suis contre les mutuelles, je suis pour une seule grande sécurité sociale, avec une seule cotisation, basée sur les salaires. Et je l'ai dit aux salariés des mutuelles, vous ne perdrez pas votre boulot. Vous allez vous faire embaucher à la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale en frais, ses frais de gestion sont de 5%. Les mutuelles sont de 25%. Quel énorme gâchis! Et donc avoir une grande sécurité sociale, gérée démocratiquement, basée sur les cotisations, et avec un contrôle de ce que nous mettons de côté, mais vous vous rendez compte, on n'aura pas de problème dans vos hôpitaux. Vous vous rendez compte, on n'aura pas de problème de santé. Oui, les retraites pourront être payées à 60 ans. Parce que c'est par ce biais-là qu'on reviendra à une protection sociale digne de ce nom, contre tout ce qu'ils sont en train, jour après jour, de nous arracher. Macron veut supprimer les cotisations sociales, casser le droit du travail, il a diminué les prud'hommes, il a diminué l'inspection du travail, il a diminué les représentants du personnel. Avant El Khomri et Macron, il y avait 450 000 salariés protégés, c'est-à-dire représentants du personnel. Il n'en reste plus que 200 000. Alors qu'on est 30 millions, ils nous ont eus. C'est cette conscience-là qu'on doit tous avoir. Parce que quand on est salarié, on est tous. On a notre force de travail à vendre. Métallo ou cheminot, infirmière ou caissière. On a tous que notre force de travail à vendre. Et 90% des salariés gagnent moins de 3 200 euros. Le salaire médian est à 1 850 euros. 1 850. Alors que la France n'a jamais été aussi riche de toute son histoire. C'est une question décisive de se battre pour le salaire, parce que quand on se bat pour le salaire, on se bat pour le salaire brut, on a la sécu. C'est une question décisive de remettre en cause les 49.3 et la LFSS. C'est une question décisive de voir le monde au travers de l'extension de la sécurité sociale et non pas de sa privatisation. Merci. La France n'a jamais été aussi riche et pourtant on ferme des classes, on ferme des collèges,
Et pour nous en parler, donc Yves, tu fais donc partie du collectif 45 classes, c'est ça, tu es parent d'élèves à Plouffure. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé l'année dernière? Alors bonsoir à tous. Oui, effectivement, je suis parent d'élèves donc, de l'école de Plouffure. Alors pour le coup, je suis un peu technique, mais c'est un regroupement pédagogique intercommunal en plus qui regroupe 3 communes, donc qui fusionne 3 écoles sur 3 communes différentes. Donc on nous a annoncé en janvier, je crois, la fermeture d'une classe. Donc c'est une décision qui est arrivée assez brutalement, qu'on a appris par la bande en plus. Donc on s'est tous retrouvés, enfin des parents d'élèves se sont tous retrouvés à l'inspection de l'académie à Saint-Brieuc. Et pour le coup, on s'est rendu compte qu'il y avait sur le département 45 classes qui étaient annoncées en fermeture sur l'année. Donc ce qu'on trouvait énorme. Le point très positif qu'on peut retirer de ça, c'est que les gens qui étaient présents se sont tous indignés, ont tous décidé d'agir en commun, donc de monter un collectif. Donc là on rejoint ce que les autres personnes ont pu annoncer. Donc voilà, donc ça a été l'action positive. Ensuite, on s'est confronté à l'administration. Pour le coup, on a été reçu par les services de la préfecture et d'inspection d'académie. Voilà, sur un temps très chronométré, hein, voilà, où on nous a écouté poliment. On nous a dit que ce n'était pas une décision qui était purement chiffrée, enfin qui n'était pas liée à des chiffres, tout en nous disant que voilà, ils nous ont sorti les effectifs en nous disant bah ça baisse, donc on baisse les effectifs des enseignants. Bon, voilà, c'est un peu contradictoire. On a essayé de les amener dans la lutte du collectif sur un débat un peu plus large que les histoires d'effectifs, sur la qualité de l'enseignement, puisqu'on nous dit que les élèves qui sortent du primaire en ce moment ont le niveau le plus bas qu'on ait jamais connu en France. Donc on a essayé de leur dire que peut-être que c'était l'occasion, cette baisse d'effectifs, d'avoir plus d'enseignants, enfin moins d'élèves par enseignant, et donc de fournir un meilleur enseignement. Pour le coup, dans ce combat, on a appris également qu'on a un nombre en train d'augmenter fortement d'élèves qui ont des difficultés, toutes les 10, les problèmes d'apprentissage, etc. Et donc on est confronté en plus à un public qui est plus compliqué, donc cette baisse d'effectifs serait totalement justifiée. Pour le coup, ils nous ont écoutés, mais ils ne nous ont pas entendus. Alors dans le combat, on a réussi à mobiliser les élus. Le problème, c'est que la logique qu'ils ont au niveau de l'inspection d'académie, c'est d'avoir une logique individuelle, commune par commune. Donc nous, notre collectif les a un peu dérangés, même si on a eu une action assez marginale au final, puisque sur les 45 classes, il n'y en a que 3 qui ont été sauvées sur cette année, dont la nôtre. Donc pour le coup, grâce également à l'action de nos élus, le sénateur notamment et les maires de nos communes. Donc voilà, mais qui agissent, pour faire écho à ce qui a été dit sur les hôpitaux, qui agissent de façon individuelle pour leur commune. Donc ce que je peux comprendre, c'est logique, ils défendent leur territoire. Sauf que là, la problématique, elle est beaucoup plus large. On se rend compte que s'ils n'agissent pas tous ensemble, cette année, là, il y a des premières annonces qui sont faites, alors on ne les a pas, mais c'est très probable qu'on soit à nouveau menacé de fermeture là, dans les prochaines années, si ce n'est cette année, même si les effectifs augmentent ou ont des variations. Donc tant qu'il n'y aura pas une action collective des élus et des parents, parce que pour le coup, le collectif, il s'use, il fait ce qu'il peut, il a le temps qu'il a pour la consacrer à ce combat. Donc même si on fait toujours partie du collectif alors que notre classe a été sauvée, on le soutient totalement. Là, les dernières nouvelles sont qu'il y a un autre problème, c'est le refus d'ouvrir des classes. J'ai un exemple d'une commune dont j'ai oublié le nom, qui a des effectifs qui sont au-delà de 30 élèves par classe en ce moment, et on leur refuse l'ouverture d'une classe. On leur dit peut-être que vous aurez un assistant d'éducation cette année, peut-être, mais pas l'ouverture d'un vrai poste d'enseignant. Donc on se rend compte que le combat, il est à la fois sur nos écoles rurales, pour le coup, et sur des écoles en ville. Donc on est tous confrontés à la même problématique. Et c'est clairement un choix d'économie qui est fait. Et alors nous, ils ne nous le disent pas, ils ne nous parlent pas de regroupement, mais en sous-jacent, on pense que leur logique, c'est quand même d'essayer de regrouper des grosses structures d'écoles. Ça, le futur nous le dira. Et pour le coup, c'est un peu pernicieux leur vision des choses, parce qu'en fermant une classe chez nous, on a demandé à tous les parents d'élèves qui étaient là, ça modifiait la structure, nous, de la répartition des élèves dans les communes, et on savait que s'ils fermaient cette classe, avec la réorganisation, il y a environ 10 à 15% des parents qui allaient mettre leurs élèves dans d'autres communes, plus proches de leur lieu de travail, parce que c'était plus pratique pour eux. Donc à terme, même s'ils disaient non, on ne fermera pas d'école, puisque a priori le gouvernement a dit
On ne ferme pas d'école, on ferme que des classes. C'est chouette. Mais les départs qui allaient être entraînés allaient de fait générer la fermeture de l'école. Voilà, à plus ou moins à long terme, mais voilà. Donc là, le combat va continuer. On ne sait pas ce qui va être annoncé cette année. On se mobilise. Je ne sais pas comment on peut se mobiliser plus largement. On est un des seuls collectifs au niveau de la France qui a été créé, je crois. On a été en contact avec des écoles du Finistère, du Morbihan. La presse nationale s'est quand même intéressée à notre combat, puisque au niveau national, c'était l'année dernière, je crois que c'était 6500, je ne vais pas vous dire de chiffres, mais un nombre de fermetures qui était absolument effarant. Donc toutes les régions, tous les départements sont confrontés exactement au même problème. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à se mobiliser plus largement, je pense qu'on n'aura pas de poids. Et leur système de calcul et de désignation individuelle des fermetures va faire qu'ils vont gagner. Et donc, nous, on va perdre. Et nos enfants auront une éducation qui sera de plus en plus dégradée. Les enseignants voudront de moins en moins aller devenir enseignants. Et donc, voilà, c'est une spirale infernale. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une logique en fait qui permet d'économiser, plutôt que de rendre le métier d'enseignant attractif, on préfère les déplacer, voilà, comme des pions sur un échiquier, on les déplace, et puis il y a moins besoin d'enseignants, puisqu'on regroupe les classes, il y a moins besoin d'enseignants, il n'y a pas besoin de recruter, c'est tout bénef encore une fois, quoi. Et alors, tu disais que voilà, il faut absolument effectivement que ce collectif se développe, parce que chacun va se battre pour sa classe, de la même manière que chacun se bat pour sa maternité, chacun se bat pour sa classe. Et ça, c'est plus possible, parce qu'en fait, c'est bien plus haut qu'il faut viser, quoi. Si chacun se bat pour sa chapelle, on n'y arrivera pas. Donc il faut bien comprendre que c'est une logique politique. Il faut vraiment refaire de la politique et comprendre que c'est au niveau national que tout se passe et que ça retombe ensuite. Donc, local et national, mais c'est quand même des logiques bien étudiées. Et si chacun continue à se battre pour sa chapelle, on n'y arrivera pas. Clémentine, tu as les mêmes problématiques cette année, je te passe le micro. Bonsoir à toutes et tous, merci Muriel pour ton invitation. Et tu m'as ôté les mots de la bouche parce que c'est exactement le sens de ce que je voulais vous dire ce soir, en appeler à faire de la politique. Mais je voudrais démarrer par cette histoire que vous connaissez peut-être, qui est celle de la naissance de Margot, le 16 novembre dernier. Ouais. Parce que quand vous tapez Google accouchement dans une voiture, en fait, vous avez plein d'histoires qui arrivent, plein. Et donc je suis tombée sur cette histoire de cette petite Margot qui est née dans une voiture familiale, entre une pizzeria et un garage, le 16 novembre dernier, parce que sa mère devait accoucher à la maternité de Guingamp, qui était donc à ce moment-là fermée. Et en plus, par chance, les choses se sont bien passées, mais cette maman, elle avait fait pour son deuxième enfant, c'était son troisième dont elle accouchait, et pour le deuxième enfant, elle avait fait une hémorragie. Et donc son mari a eu évidemment extrêmement peur, parce que si elle faisait une hémorragie dans la voiture, elle était dans la voiture et pas dans un hôpital, donc là on est en état de danger de mort. Et je trouve cette histoire, comme plein d'autres malheureusement qui se passent aujourd'hui en France, totalement symptomatique du délire dans lequel nous nous trouvons, de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est un phénomène que l'on observe, qui concerne l'ensemble des services publics. Et là, pour prendre l'exemple de la maternité, il faut se rendre compte qu'en 1995, en France, on avait 816 maternités, et aujourd'hui, en France, on a 478 maternités. Voilà, on n'arrête pas le progrès. Donc c'est le sens dans lequel va notre pays, alors que nous savons que plus on est loin de la maternité, plus en réalité on a des chances d'avoir une mortalité infantile qui revient. C'est assez simple. Or, aujourd'hui, là au moment où je vous parle, on a 10% des maternités qui sont en situation de fermeture partielle parce qu'il n'y a pas suffisamment de soignants. Donc la sonnette d'alarme, il faut vraiment la tirer, et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un taux de trajet de 45 minutes qui double le taux de mortalité.
Vous m'avez entendu, ça double le taux de mortalité quand on est à plus de 45 minutes de la maternité. Or, le nombre de femmes qui sont en âge de procréer se trouve à plus de 3/4 d'heure de la maternité, d'une maternité, a plus que doublé en 20 ans. Donc, je veux dire, ça ne peut pas marcher. Des Margot, des situations comme la naissance de Margot, et qui finissent pas aussi bien que l'histoire de Margot, risquent de se multiplier. Et donc, je te disais, Muriel, je voulais intervenir dans ton sens, parce que ce que j'observe, c'est que on a tous fait des luttes pour sauver une maternité, pour sauver un bureau de poste, pour sauver, pas simplement des classes, hein, parfois même des écoles qui ferment dans des villages. On n'arrête pas de se battre pour que la gare ne soit pas fermée, pour en fait que les choses ne disparaissent pas, que le service public ne s'affaiblisse pas et ne disparaisse pas. Et on est en défensif depuis très longtemps sur la question du service public. C'est-à-dire qu'on défend ce qu'on a. Et moi, je pense que le moment est venu d'être beaucoup plus offensif sur le plan politique. D'abord, de faire le lien et de remettre à l'honneur ce mot de service public. Parce que pendant longtemps, on ne parlait plus d'ailleurs des services publics, tout à fait. Chacun défendait dans son secteur, mais sans se rendre compte d'une logique globale qui est celle du service public. Et moi, je pense qu'il faut reprendre ce terme de service public, le réinvestir et non seulement défendre, c'est-à-dire arrêter qu'on nous ferme tout, mais aller plus loin, dire quel service public on veut et pourquoi il est le mieux à même de répondre à nos besoins. Vous le savez, on dit souvent dans notre famille politique qu'il faut gouverner par les besoins. Et je voudrais vous convaincre, mais je pense que dans cette salle vous en êtes sans doute convaincus, qu'en réalité, quand on dit cette chose simple, il faut gouverner à partir de besoins, on est dans une logique qui est proprement révolutionnaire. C'est-à-dire que si vous partez pour construire les politiques publiques des besoins, vous allez bouleverser de fond en comble la logique des politiques publiques et la société tout entière. Parce que c'est une remise en cause de fait du pouvoir du capital et la logique du capital. Bon, vous démarrez des besoins. De quoi on a besoin? Alors c'est très compliqué de savoir de quoi on a besoin. Ne croyez pas que c'est une question simple, c'est une question extrêmement complexe. Ce dont vous avez besoin, monsieur, n'est pas ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui n'est pas ce dont j'avais besoin il y a 20 ans et sans doute pas ce dont j'aurais besoin dans 20 ans. Donc les besoins, en fait, c'est vaste. C'est extrêmement vaste. On peut avoir besoin de la nuit, on peut avoir besoin de tel ou tel médicament ou pas, on peut avoir besoin d'amour, enfin bref, les besoins c'est beaucoup de choses. Mais en fait, partir des besoins et réfléchir à nos besoins et non pas à ceux fabriqués par le capital. Je ne parle pas des besoins artificiels fabriqués par le capital qui sont suggérés dès que vous ouvrez votre téléphone et que vous avez 250 000 pubs qui d'un seul coup vous font penser que vous n'avez pas acheté le dernier iPhone, le dernier truc, le machin, mon Dieu, il me manque ceci, cela. Je ne parle pas de ça. Je parle des besoins véritables. Et déjà même se poser la question de nos besoins véritables, on l'a fait un peu au moment du Covid. D'un seul coup, on s'est dit, finalement, qu'est-ce qui est essentiel? Je suis là enfermée chez moi, de quoi j'ai le plus besoin? Et puis on a l'impression que tout ça s'est évanoui. On n'a pas tiré le fil, qui était un fil possible, de savoir à ce moment-là, qu'est-ce qu'on garde,